Je suis ravie de vous retrouver pour Le Débat, une émission qui s'attarde aujourd'hui sur ce qui a longtemps été un secret de l'histoire. Nous sommes à Sarajevo en 1993, c'est-à-dire en pleine guerre. Assiégés de toutes parts par les Serbes, les Bosniaques vont construire dans la plus grande discrétion un tunnel qui va leur permettre d'empêcher le blocus total de la ville et tout simplement de survivre. Nous reviendrons sur cette incroyable épopée et sur ses conséquences avec nos invités. Élise Lucet présente Le Débat, aujourd'hui à 11h30 sur Public Sénat. Bonsoir à tous, deux rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h, une édition spéciale sur les conséquences de la tempête. L'heure est encore au deuil et à la solidarité, mais déjà est lancé le débat sur les constructions en zone inondable. 100 000 logements ont vu le jour en 10 ans dans ces secteurs, sans doute plus exposés que jamais. Deux spécialistes des catastrophes naturelles et des risques d'inondation seront avec nous. À 18h30, notre documentaire du lundi, Tibet, le mensonge chinois. Le Dalai Lama fait partie des témoins rencontré par Bernard Debord, dont nous suivrons donc le documentaire tout à l'heure, dans un peu plus d'une demi-heure. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique et parlementaire de ce lundi 1er mars. Voici les titres. 51 morts, 8 disparus, dernier bilan encore provisoire au lendemain du passage de la tempête Xynthia. Les Vendéens et les Charentais, marqués par l'épreuve, peuvent compter sur un fort élan de solidarité qui s'est encore renforcé aujourd'hui. Il faudra faire toute la lumière sur ce drame inacceptable, déclare Nicolas Sarkozy en se rendant dans les deux départements les plus touchés. 3 millions d'euros sont débloqués pour permettre aux victimes de faire face aux dépenses immédiates. Également au sommaire de cette édition, la possibilité dès aujourd'hui à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel. La journée sans immigrés organisée face à face sur ce plateau tout à l'heure, un débat sur l'apport ou le coût de l'immigration en France. Les deux thèses s'affronteront. Enfin, notez-le, notre page spéciale régionale. La campagne change de tournure après le passage de la tempête, mais nous irons dans les pays de la Loire. La tempête, justement, des rescapés toujours sous le choc, des sauveteurs qui cherchent encore de nouvelles victimes. Plus de 160 000 foyers toujours privés d'électricité, des dégâts considérables. Nicolas Sarkozy a pris la mesure ce matin de la catastrophe nationale en se rendant notamment à l'Aiguillon-sur-Mer, une des communes les plus touchées. Le point ce soir avec Marie Brémaud. Des kilomètres à perte de vue sous les eaux, des centaines d'habitations inondées. Le chef de l'État ce matin en Charente et en Vendée, les deux régions les plus sinistrées, ne peut que constater l'étendue des dégâts. À Aiguillon-sur-Mer, Nicolas Sarkozy a annoncé une série de mesures d'aide d'urgence. Nous avons dégagé avec le ministre de l'Intérieur 3 millions d'euros pour faire face aux premières dépenses de ces victimes. Par ailleurs, avec le ministre d'État, j'en parlais. Il faut remettre très rapidement l'électricité et le chauffage. Je pense que ça ira beaucoup mieux à la fin d'aujourd'hui et que demain tout sera réglé. 170 000 foyers sont toujours privés d'électricité, mais pour l'heure, l'urgence est ailleurs. Les secouristes sont encore à l'œuvre. Ils inspectent chaque maison à la recherche d'éventuelles personnes coincées par les eaux. 9 personnes sont toujours portées disparues et pourraient donc s'ajouter au bilan provisoire des victimes. À cette heure, la tempête Xynthia a causé la mort de 51 Français. Et le chef de l'État annonce par ailleurs un plan digue pour renforcer les ouvrages qui n'ont pas résisté. Selon la préfecture de Charente-Maritime, ce travail de réparation coûtera au bas mot quelques 135 millions d'euros. Le chef de l'État, par ailleurs, promet aux ostréiculteurs un plan spécial. Les pertes pour l'agriculture sont énormes, avertit Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, qui demande que l'état de catastrophe naturelle soit pris très rapidement. Et l'émotion était perceptible aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Reportage de Laetitia Pomara et Aurélien Romano. L'émotion était perceptible ce matin parmi les éleveurs vendéens. Beaucoup ont été touchés par la tempête, certains ont subi des dégâts matériels conséquents. J'ai eu un apprenti qui fait le travail. Bon, il m'a dit au départ qu'il y avait quelques tôles de partie sur des bâtiments. Bon, il m'a dit après qu'il y en a beaucoup plus que prévu. Je rentre mardi soir, on va voir les dégâts. D'autres ont presque tout perdu, mais pour beaucoup, l'important, ce ne sont pas les pertes matérielles, mais bien les pertes humaines. Il y a des exploitations qui sont sous l'eau, il y a des bâtiments qui sont cassés, il y a des animaux qui sont noyés.
Il y a des gens qui n'ont plus de ferme. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Paul Rowe, sa ferme est juste derrière la digue à l'Aiguillon-sur-Mer, je pense à Jean-Paul. Il y a 1 mètre d'eau dans sa maison sans doute. Bon voilà, et on ne peut pas le contacter téléphoniquement. On a la chair de poule. La solidarité commence déjà à s'organiser. Freddy Belliard est éleveur en Poitou-Charentes. Son exploitation de 170 hectares a été touchée. Mais pour lui, sa plus grande préoccupation, c'est de mobiliser son syndicat afin d'aider un de ses confrères particulièrement dans la détresse. Il est exposant ici, il a des animaux ici, c'est les seuls moutons qu'il a de vivants. Et tous ces veaux sont noyés. Tout ce qui dépassait 1,20 m a survécu, ne s'est pas noyé. Et tous les petits veaux, malheureusement, dans les bâtiments, ça n'a pas pu survivre. Cet éleveur a dû quitter le salon dans l'urgence. Demain, ce devait être la journée de la Vendée au salon de l'agriculture. Mais les éleveurs du département sont loin d'avoir le cœur à faire la fête. Et le ministre de l'Agriculture, M. Bruno Le Maire, se rendra dans les zones sinistrées à une date qui n'est pas encore définie. 2 invités avec nous sur ce plateau. Paul-Henri Bourrelier, bonsoir. Vous êtes membre de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. C'est une association qui est l'émanation de la société civile. Avec nous également Nicolas Gérard Canfeuille, bonsoir. Vous appartenez au Centre européen de prévention des risques, qui est l'émanation des collectivités locales et territoriales. Et il va en être question dans le débat qui est lancé. Pour Nicolas Sarkozy, nous sommes face donc à un drame inacceptable, il l'a dit, précisant que des personnes ont été piégées dans leur maison par la montée brutale des eaux. Inacceptable, bien sûr, tout le monde est d'accord pour le reconnaître, mais était-ce évitable, selon vous, Monsieur Bourrelier? Non, certainement pas. Si on veut habiter dans les côtes basses et à l'abri de digues, il faut s'attendre qu'un jour les digues soient débordées et donc ou bien on se met un peu plus loin, ou bien on construit en conséquence sur pilotis, ou bien on entretient les digues, mais alors ça suppose, comme on est en Hollande, que connaît bien Nicolas Gérard, mais ça suppose des moyens techniques qui ne sont pas justifiés sur des longues côtes comme celle de Vendée-Charentes. Nicolas Gérard Canfeuille, était-ce évitable? Puisque finalement, Monsieur Bourrelier nous dit non, mais il explique qu'on peut construire sur pilotis, par exemple. C'est une option possible, même très coûteuse, ou plus loin. Je pense qu'on mesure ici les conséquences d'une méconnaissance de ce que représente une digue et du risque qu'elle représente. Voilà. Beaucoup de nos concitoyens voient une digue, ne mesurent pas que c'est quelque chose qui les protège, et que cette digue ne les protège que jusqu'à un certain niveau, et qu'au-delà, il est, entre guillemets, normal que l'eau passant par-dessus, la digue rompe et que les gens qui sont derrière soient inondés. C'est une situation que les Pays-Bas ont connue en 1953. Ils ont perdu plusieurs milliers de personnes. Ça a eu un sursaut national avec comme conséquence de reconstituer l'ensemble des digues des Pays-Bas à la mer et au fleuve. Et c'est des situations qu'on a encore connues récemment à la Nouvelle-Orléans. Avec le passage du cyclone Katrina, où là, évidemment, le mauvais entretien des digues avait été mis en avant. Est-ce qu'on peut poser cette question en France également ? Quand vous avez des dizaines de kilomètres de digues, il ne faut pas espérer qu'elles soient... On peut les entretenir mieux, on fait un effort, mais il ne faut pas espérer que, comme à la Nouvelle-Orléans, on ne peut pas espérer avoir une parfaite... un entretien. En plus, les risques peuvent s'aggraver, ils sont calculés pour un certain niveau. Ce niveau peut être aggravé. On parle beaucoup, et à tort, du changement climatique, qui, pour l'instant, n'est pas un élément déterminant. Dans cette catastrophe-là, vous voulez dire. Dans cette catastrophe, comme à Katrina, mais qui jouera probablement peut-être dans quelques dizaines d'années. Et surtout, il y a toujours des conjonctions qui font qu'un jour, ça dépasse, l'aléa dépasse l'intensité. C'est le cas de ce week-end. En tous les cas, c'est ce qu'explique Météo France, avec une conjonction redoutable de différents éléments, une marée très haute, une dépression, et puis cette tempête. Encore un mot sur les digues quand même. On peut que s'étonner de découvrir que certains datent du 19e siècle. Pas du tout. Non. Pas du tout. La majeure partie, parce que la majeure partie de notre parc de digues français date du 19e siècle. Si vous voulez, ça n'est pas trop ancien. Non, ce n'est pas trop ancien. On est encore aujourd'hui au 21e siècle dans le régime d'une loi qui est de 1807, qui est la loi de l'assèchement des marais. Oui. Cette loi dit, si vous voulez mettre en valeur des terres qui sont aujourd'hui des marais, c'est à chaque propriétaire individuellement de se protéger contre les débordements et il n'a pas à le demander ni à l'État ni aux collectivités territoriales.
Et il peut construire une digue pour se protéger et exploiter derrière à partir du moment où il ne surexpose pas à des risques des gens qui sont autour. Cette loi est toujours le fait. Et si vous voulez, une des difficultés que rencontrent aujourd'hui les collectivités territoriales, c'est que ça fait quand même une dizaine d'années que l'État a rempli sa mission de recenser le parc de digues. Et qu'au milieu de ce parc de digues, on a découvert qu'en gros, si vous voulez, vous avez un tiers du kilomètre des digues en France, dont on sait pertinemment, on a découvert que on n'est pas sûr que le propriétaire ou celui qui fait office de propriétaire ou de gestionnaire soit capable d'assurer la responsabilité qui est d'un propriétaire. L'entretien. Qui est l'entretien et que ça résiste jusqu'à ce que l'eau passe par-dessus. Et pour autant qu'on trouve le propriétaire, qu'on arrive à identifier le propriétaire. Donc c'est un problème très complexe. Parlons de l'urbanisme galopant peut-être de ces dernières années avec les constructions nombreuses en zones inondables. Qui faut-il incriminer aujourd'hui? Là, ce sont les élus locaux qui attribuent les permis de construire. Il y a aussi la population qui se densifie au bord de mer. Il y a actuellement quelque chose de très inquiétant. C'est la pression migratoire sur les zones côtières, bien sûr. Si on continue encore 50 ans, il y aura une partie double de la population française qui sera sur les côtes du barreau de Languedoc, de la Charente, des Landes, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux si on ne prend pas un certain nombre de précautions. Alors vous interpellez les élus. Ah, les élus, la population, les associations. Mais ce sont les élus qui peuvent refuser, accepter les permis de construire. Il faut aussi que les gens comprennent. Les élus ne peuvent pas aller contre leurs électeurs. Il faut qu'il y ait à un niveau idoine, c'est-à-dire, disons, régional ou plus étroit, un accord d'aménagement du territoire incluant la sécurité. Si on sépare les choses, à ce moment-là, on fait de l'aménagement du territoire dangereux, on fait n'importe quoi, et on aboutit un peu à ça. Dans une situation comme celle qu'on vit, c'est vrai qu'on a tout de suite envie d'aller chercher qui peut être responsable. Il faut savoir que sur le terrain... éviter que ça se reproduise. Sur le terrain, la situation... Et avertir les gens qui vivent en zone inondable, vous avez une idée du nombre? Moi, je vous dirais que la situation est quand même beaucoup plus complexe. Parce que quand vous disiez tout à l'heure, vous rappeliez que l'État a recensé, entre 1999 et 2010, en 20 ans, 100 000 logements de plus dans des zones inondables agglomérées, c'est-à-dire dans la plupart de nos grandes agglomérations. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord, dans nos villes elles-mêmes, de parcelles qui restent vides ou de parcelles que nous voulons redensifier. Dans les villes? Dans les villes existantes. Et bien ensuite, il s'agit, dans le cadre de la mission que l'État a, de rappeler le risque et les élus eux-mêmes de mettre en œuvre cette réduction du risque, de voir, si vous avez une ville, un hameau, un village en zone inondable, quelle est la limite de la ville? Et l'État dit, au-delà de la limite existante, parce que je prends en charge les catastrophes naturelles au titre du régime des catastrophes naturelles, nous n'allons pas construire davantage. Et toute la difficulté qu'il y a, si vous voulez, du débat, c'est entre l'État, les élus et les habitants. Le souci de dire où est-ce qu'est la ville et est-ce que je peux en mettre un petit peu davantage, et voilà. Et la grosse difficulté de notre réglementation actuelle, et nous travaillons beaucoup là-dessus au CEPRI, c'est que nous savons nous débattre autour de est-ce qu'on construit ou pas, mais nous réfléchissons peu à comment est-ce que l'on peut éventuellement construire quelque chose qui soit plus sûr, sachant que dans une situation, et Paul-Louis Le Bourrelier le disait bien, dans une situation comme celle que nous avons des bords de mer là, la solution la plus sûre, ça serait de construire sur pilotis. Est-ce que nous voulons des villes comme celle-là? Et derrière tout ce débat, il y a vraiment, est-ce que nous mesurons ce qu'est le risque aujourd'hui? Très bien, merci messieurs pour ces précisions. En bref, aujourd'hui, notez-le dans l'actualité de ce lundi, au Salon de l'Agriculture, une marche funèbre de plus d'1 millier de producteurs de lait aujourd'hui pour protester contre les prix trop bas. On crève, pouvait-on lire sur leur calicot destiné à Nicolas Sarkozy. Premier jour d'entrée en vigueur du nouveau statut de la Poste, société anonyme à capitaux publics. Christine Lagarde évoque un jour de célébration. Jean-Luc Mélenchon, un jour de deuil. Un nouveau repreneur pour Euliez après la défection du groupe Krief. Un investisseur turc prend la place en se disant capable, pour sa part, d'injecter non pas 15 mais 20 millions d'euros pour sauver l'équipementier automobile. Nicolas Sarkozy a salué tout à l'heure par sa présence au Conseil constitutionnel l'entrée en vigueur d'un nouveau droit pour les citoyens. Désormais, chaque justiciable peut contester la conformité d'une loi à la Constitution. Le chef de l'État, à l'origine de cette réforme, a néanmoins souligné dans son discours que des garde-fous sont prévus pour éviter, dit-il, un gouvernement des juges. Delphine Girard.
Jusqu'à présent, seuls les parlementaires pouvaient saisir le Conseil constitutionnel pour vérifier qu'une loi n'était pas contraire à la Constitution. À partir d'aujourd'hui, un justiciable pourra saisir indirectement les sages et contester la loi, même si elle a été promulguée il y a 50 ou 100 ans. Mais pour lui, c'est un véritable parcours du combattant qui s'annonce, car sa demande va d'abord être examinée par une première juridiction. Si elle la juge recevable, elle la transmettra au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, qui vont à nouveau filtrer les demandes et auront 3 mois pour saisir le Conseil constitutionnel. Ce dernier pourra enfin décider d'abroger la loi s'il juge qu'elle porte atteinte aux droits et aux libertés du justiciable. Pour inaugurer cette réforme, les sages ont accepté une petite révolution, la publicité des débats, mais pas celle des décisions ni des votes. Et les premières saisines pourraient arriver rapidement sur le sujet très sensible du régime de la garde à vue, au nom du droit à un procès équitable. Le président russe Dmitri Medvedev est arrivé à Paris ce soir pour une visite d'État qui relancera le partenariat politique et économique entre les deux pays. Aux États-Unis, Barack Obama annonce qu'il prépare une réduction spectaculaire de l'arsenal atomique. C'est ce qu'annonce en tous les cas son administration à Washington. La suite du 18h, l'immigration profite-t-elle à l'économie française? Eh bien, c'est la question que vous pose notre partenaire, le nouvelobs.com, à l'occasion de la journée sans immigrés. C'était aujourd'hui. Nos deux invités, Nadia Lamarckby, bonsoir. Vous appartenez à ce collectif donc, qui a organisé cette journée sans immigrés, à portée symbolique. Vous voulez dénoncer la stigmatisation de l'immigration en France. Face à vous, Jean-Paul Gourevitch, vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur notamment de l'immigration, ça coûte ou ça rapporte. Pour vous, ça coûte plutôt, c'est ce que vous racontez dans cet ouvrage publié. Ça coûte et ça rapporte. Mais le bilan est négatif selon vous, le bilan comptable. Vous en parlerez d'abord ce reportage sur le rassemblement qui a donc été organisé tout à l'heure devant l'hôtel de ville de Paris. Raphaël Pellegrino. Des forces policières conséquentes, des médias en très grand nombre, tous les acteurs étaient là. Seuls manquaient peut-être les principaux intéressés, les manifestants. Le collectif Une journée sans immigrés avait de grandes ambitions. Il appelait les immigrés à ne pas travailler, ne pas consommer. Il voulait montrer que les immigrés sont une richesse, au sens propre et au sens figuré, des éléments moteurs de l'économie et de la société. Alors, succès ou échec, l'essentiel n'était peut-être pas là. C'est lancer une nouvelle façon de voir et de parler de l'immigration et de ceux qui en sont issus. Donc de toute façon, c'est un succès parce qu'au début, on partait pour être juste à Paris. La province s'y est mise, l'Italie s'y est mise, la Grèce s'y est mise, l'Espagne s'y est mise. Pour ça, c'est un succès. Et qu'elle existe aujourd'hui, cette journée, qu'on soit 100 000 ou qu'on soit 50, c'est un succès. Parce qu'elle a le mérite d'exister. Et justement, de commencer ce déclic-là, on espère qu'on l'a enclenché. Sabri Haddad a pris une journée de congé pour être là. Il veut affirmer la richesse de la diversité. Les immigrés ont aidé en tout cas à la reconstruction de la France après la Seconde Guerre mondiale. Et il faut reconnaître cette place-là dans la société française, cette richesse culturelle. La même journée d'action réalisée il y a 3 ans aux États-Unis avait eu un impact considérable. Entreprises paralysées, supermarchés fermés. Aujourd'hui en France, à défaut d'avoir réussi le pari de la mobilisation, les 150 à 200 participants réussissent à nourrir le débat sur l'identité nationale et sur la place des populations immigrées. Allez, avec nous, donc nos deux invités, Nadia Lamarckby, vous revendiquez un bilan très favorable ce soir. Combien de participants? On était au moins à 2000. Ah, 2000, plus que 200, annoncé dans le reportage. On a parlé également de la richesse de la diversité. C'était l'un des participants à votre rassemblement. Là, la question, c'est la richesse apportée à la nation par l'immigration. Vous la chiffrez, par exemple? Moi, je la chiffre pas, mais par contre, des instituts spécialisés le font. Et donc, par exemple, à l'OCDE, il y a des chiffres, mais on a l'impression de découvrir, mais ces chiffres existent depuis des années. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'ils disent? Par exemple, ils disent que 40% des emplois créés l'ont été par des personnes immigrées. Ils disent que 17% des personnes travaillant dans l'informatique sont d'origine immigrée. Et d'ailleurs, une très bonne analyse a été faite qui explique comment l'immigration a toujours suivi l'évolution des économies. L'immigration a suivi l'évolution, le passage de l'industrialisation à une société de services dans laquelle nous sommes actuellement. Et avant ça a suivi le passage d'une société agricole à une société industrielle. Et aujourd'hui, pourquoi, ou plutôt contre qui est-ce que vous avez voulu organiser cette journée? Contre qui? Alors je vais vous dire sincèrement,
nous sommes attristés de voir que nous, enfants d'immigrés, nous sommes, après tant d'années, obligés d'affirmer une évidence. Et ça, pour nous, c'est compliqué. On se dit, c'est pas possible. Nos parents ont été là, nos grands-parents ont été là, et aujourd'hui, nous sommes encore obligés de dire, oui, l'immigration a un sens. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Paul Gourevitch, à cette question sur le coût de l'immigration? Est-ce que vous avez les mêmes chiffres? Est-ce que vous vous appuyez également sur ceux de l'OCDE? Alors, deux choses. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec la position de Nadia Lamarckby, c'est que le fait de déterminer si les immigrés profitent à la richesse nationale, c'est quelque chose de positif. L'approche économique de l'immigration, c'est un sujet qui est abordé très facilement en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais en France, c'est un sujet tabou. Et de ce point de vue-là, je trouve tout à fait réconfortant qu'un collectif insiste sur l'aspect économique de l'immigration. C'est surtout pour répondre quand même à Jean-Marie Le Pen, qui en fait le thème central encore cette année de la campagne régionale. Pas seulement. Il faut quand même au moins lui avouer ça. Bon. Je pense que tous les partis utilisent l'immigration quelque part comme une sorte de boule Alors ma grande objection, mon grand désaccord, je peux très bien comprendre qu'on ne veuille pas instrumentaliser la question de l'apport économique de l'immigration, mais c'est que quand on fait une approche de l'immigration, une approche économique, il faut faire deux choses, la balance dépenses-recettes. Or, actuellement, cette balance est très négative. Elle était de 27 milliards de déficit en 2008, quand j'ai sorti mon ouvrage chez Larousse. Elle est aujourd'hui de 30 milliards, et ça fait 1,5 point de PIB. Et un deuxième point, où alors là, je pense que je rejoindrai un petit peu Nadia, c'est qu'il faut faire aussi la balance entre les investissements faits par l'État pour les immigrés et leurs familles d'un côté, et l'apport, la plus-value dégagée par la productivité des immigrés pour l'économie nationale. Et là, la balance, elle est à peu près équilibrée, 5,8 milliards d'investissement de l'État et 5 milliards de productivité. Mais je crois que votre ouvrage était extrêmement contesté. Parce que si je me souviens bien, en fait, lorsque vous avez calculé ce que coûte l'immigration, vous l'avez calculé à un temps T. Seulement, ce que rapporte l'immigration, c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est des investissements, si on parle d'investissement, c'est à très long terme. Donc il est compliqué de dire oui, aujourd'hui ça m'a coûté. C'est comme si une entreprise prenait ses coûts à un temps T en disant ah bah tiens, aujourd'hui j'ai sorti tant d'argent, et oublie que ce sont des investissements qui se comptent, dont les retombées se comptent à plus long terme. Bah c'est bien pour ça qu'on a différencié la balance dépenses-recettes à un temps T. Et les investissements qui se vérifient justement sur le long terme, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui la balance dépenses-recettes est très déficitaire et il faut réfléchir comment supprimer ou réduire ce déficit. Inversement, les investissements de l'État sont à peu près équilibrés par la plus-value. Jean-Paul Gourevitch, est-ce que vous imaginez une France sans immigrés? Et qu'est-ce qu'elle deviendrait sur le plan économique? Pas du tout. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat économique? Mais non, mais on n'imagine pas cela du tout. Parce que c'était ça la portée symbolique de cette journée organisée par Nadia Lamarckby et son collectif. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas, si on veut réduire le déficit, jouer sur les dépenses. Les immigrés sont là, leur famille est là, et ils resteront là. Donc ce qu'on peut faire, c'est jouer sur les recettes, c'est-à-dire diminuer le chômage des immigrés, c'est-à-dire augmenter leur niveau de vie, c'est-à-dire augmenter leur niveau d'activité, peut-être faire appel à de nouvelles vagues d'immigration de travail et peut-être régulariser un certain nombre de travailleurs. Alors, aucune de ces mesures prises isolément ne réduira le déficit. Mais globalement, une politique qui rééquilibrerait les flux migratoires en privilégiant l'immigration de main-d'œuvre sur l'immigration de peuplement peut réduire ce déficit. Disons que la tendance est quand même assez particulière. Par exemple, les démographes le disent, d'ici à même 15 ans, il faudra que la France pourvoie un certain nombre de postes, un certain nombre d'activités, par exemple les activités de service. Et il y a un besoin de plus de 700 000 personnes à 50 ans.
Donc il y a bien. Est-ce que seule l'immigration, par exemple, selon vous, peut sauver le système de retraite en France demain? Bon, pour sauver le système de retraite, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que vous savez comment ça se passe. C'est nous qui travaillons pour les générations d'après, sachant qu'on n'est même pas sûr, nous, d'en bénéficier. Voilà, donc pour cette journée sans immigrés, je ne sais pas si vous allez renouveler l'expérience. On a vraiment impulsé une dynamique, mais ce qu'on veut, la journée, ce n'est pas une finalité en soi. Oui. On veut remettre les choses, déconstruire les imaginaires qui sont autour de l'immigration. La question du nouvelobs.com, notre partenaire, je vous le disais, est-ce que l'immigration profite à l'économie française? Regardez, oui, 58%. Donc vous voyez que finalement, vous pouvez être conforté peut-être par cette opinion majoritaire, en tous les cas, des internautes du nouvelobs.com. Est-ce que les sondages sont une bonne mesure par rapport au travail des économistes? J'en suis pas trop sûr. Non, c'est pas véritablement un sondage scientifique, c'est une indication en tous les cas, mais il y a quand même plus de 600 votants. Merci à tous les deux d'avoir débattu sur le plateau du 18h. Dernière page tout de suite, notre rendez-vous avec les élections régionales. Et nous partons donc cette semaine pour les Pays de la Loire, touchés également bien sûr par la tempête. Solidarité et entente républicaine s'imposent aujourd'hui dans cette région qui fut le fief de François Fillon. 5 départements, on vient de voir la carte, composent cette région. Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Voyons les forces en présence avec le reportage de Flora Sauvage. Pour François Fillon, 2004 a été un sérieux camouflet. En ballottage favorable au premier tour, il s'était incliné contre toute attente au second tour. C'est dire si la région des Pays de la Loire a un fort pouvoir symbolique pour la droite. Et pour reconquérir la région, tout est mis en œuvre. Pas moins de 3 déplacements du Premier ministre sont prévus. En meeting au Mans, la semaine passée, Christophe Béchu, le candidat de la majorité présidentielle, a reçu le soutien de François Fillon. Notre région a besoin d'unité. Notre région a besoin de modernité. Et pour tout cela, je veux dire ce soir devant vous que j'ai confiance dans Christophe Béchu. Premier exploit de Christophe Béchu, 35 ans, l'union de toutes les composantes de la droite, de Philippe de Villiers au centriste Jean Arthuis, en passant par une partie du MoDem. Celui qui a pris la place de Roselyne Bachelot, initialement investie par les militants, aurait choisi de se présenter après un tête-à-tête avec Nicolas Sarkozy. Je lis des choses qui sont parfois contradictoires dans les différents médias. Un coup, je suis le bébé Sarkozy, un coup, je suis le bébé Fillon. Dans un troisième cas, la question, encore une fois, elle n'est pas celle-là. Je suis très clairement dans une logique de fidélité au président de la République, au Premier ministre, mais je n'ai pas tous les matins les yeux rivés sur le fax dans mon bureau pour savoir ce que pense ma famille politique ou le gouvernement sur tel ou tel sujet. Bonjour. Jérôme Hamelin. On est chez vous, on vient vous envahir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais... En vieux briscard de la politique, Jacques Auxiette, le président socialiste sortant, s'attache à faire passer un message. La région des Pays de la Loire n'est pas sarkozyste. À 69 ans, le candidat socialiste est solidement installé. Il défend son bilan et se pose en candidat rassurant face à un jeune loup trop ambitieux à ses yeux. Christophe Béchu est aujourd'hui président du Conseil général du Maine-et-Loire et député européen. Si on pense qu'aller à Paris ou à Bruxelles ou dans les palais feutrés de l'Élysée ou de Matignon, il est évident qu'on ne se consacrera pas comme ceux qui sont à plein temps à la région actuellement. C'est mon cas. Entre l'emploi tremplin et l'emploi plein temps, il faut choisir. Parce qu'Europe Écologie, ce n'est pas un parti politique. Il y a les Verts, mais il y a aussi des gens de la société civile. Dans le rôle du troisième homme, Jean-Philippe Magnin, le candidat d'Europe Écologie, espère faire aussi bien qu'au dernier scrutin où son parti avait récolté 16,5% des voix. Nous avons terminé première force de gauche aux élections européennes devant le Parti socialiste. Il nous semblait tout à fait naturel de proposer aux citoyens un projet au premier tour de ces élections. Et puis sur le plan démocratique, c'est plus simple de présenter ce projet dans une élection à 2 tours que des petits arrangements entre amis pour une union de façade, comme c'est le cas à droite. En ordre dispersé au premier tour, la gauche dispose d'une réserve de voix conséquente au second tour, ce qui n'est pas le cas de la droite qui a choisi de se rassembler dès le départ. Ce qui est sûr, c'est qu'au soir du 14 mars, Matignon aura les yeux rivés vers l'ouest. Avec nous, Flora Sauvage qui signe donc ce reportage. Flora, on le voit, donc il y a donc d'abord essentiellement 2 hommes qui sont face à face, Jacques Auxiette et Christophe Béchu, donc l'opposition PS-UMP, mais surtout une opposition
de deux styles. Tout à fait. Ce sont vraiment deux styles là qui vont s'opposer dans ce duel droite-gauche. Il s'agit d'un côté du vieux lion, socialiste, 69 ans, Jacques Oxiette, président sortant de la région, qui s'oppose à un jeune loup, Christophe Béchu, 35 ans. C'est le candidat de la droite réunie. Il est également président du Conseil général du Maine-et-Loire, député européen. Il espère faire tomber le président sortant. Est-ce que la campagne est animée sur le terrain? Pas vraiment. On peut dire que c'est difficile de mobiliser les électeurs, de s'intéresser à cette élection. C'est une campagne où il n'y a pas vraiment d'affrontement violent. C'est une région où on n'aime pas vraiment ce genre d'affrontement. Oui, mais il y a quand même des sujets régionaux qui émergent. Tout à fait. Alors j'ai choisi trois sujets importants pour cette région. L'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire, c'est une grande question. Mais également le sujet très polémique du transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Qui embarrasse les socialistes, parce que les socialistes et l'UMP sont d'accord, mais les socialistes doivent composer avec les écologistes. Voilà, sachant que les écologistes sont opposés à ce projet. Oui. Troisième sujet, l'avenir des petits producteurs de lait en Sarthe, qui ont beaucoup souffert en 2009 à cause de la baisse des prix du lait. Et on suivra ces trois reportages dans les jours qui viennent. Flora, merci. À suivre sur Public Sénat, donc notre documentaire du lundi, Tibet, le mensonge chinois, avec un point d'interrogation. C'est un documentaire signé Bernard Debord, qui notamment a rencontré le Dalai Lama. Cette semaine, Gilles Leclerc vous retrouve à Tulle pour Terrain politique avec comme invité principal François Hollande. Comment vieillit-on en Corrèze? Comment les agriculteurs vivent-ils la crise? Quelles réformes pour les collectivités locales? Autant de questions auxquelles répondra le député socialiste corrézien, entouré de beaucoup d'autres invités. Public Sénat sur le terrain, c'est mardi à 22h30 sur Public Sénat. Public Sénat vous fait vivre les élections régionales. Chaque semaine, dans le 18h et le 22h, vous découvrirez une région à travers des reportages sur la campagne et les grands dossiers. Et chaque semaine, un sondage exclusif avec l'IFOP et Paris Match. Le mercredi, Michel Grossior animera des face-à-face entre les principaux candidats, sans oublier les principaux meetings des groupes politiques, toujours en direct. En attendant les grandes soirées électorales des 14 et 21 mars, les élections régionales, ce sont des débats, des directs et des reportages, toujours sur Public Sénat.